Voilà, ce seront nos 2 derniers rendez-vous pour ce Café des libraires. Je suis heureuse de retrouver Philippe Lecomte, qui est libraire au Livre Écarlate, même patron de la boîte. Ça se trouve dans le 14e. Et on a des petits rendez-vous comme ça tous les 2 ans. Hein, on ne se voit pas beaucoup en dehors, bien sûr. Depuis quelques années déjà. Oui, depuis quelques années. Quand on aime, on ne compte pas. Voilà, ce plateau s'appelle Les Faux-Semblants, mais vous le savez, je le rappelle souvent, ici, sur ce plateau du Café des libraires, on parle plus de vos livres, de ce que vous racontez dans vos livres, de vos personnages, etc., plus qu'un débat à thème. Voilà. Oh, vous êtes très mignonne avec vos lunettes. C'est parce que j'ai la lumière dans les yeux. Est-ce qu'on est à la télé? Je comprends pas. Oui, c'est capté en vidéo, c'est pour ça. Vous ne le saviez pas, on vous avait pas prévenu. Bon, alors... On me l'a peut-être dit, mais j'écoute pas toujours. Alors, je vais présenter un petit peu tous ceux qui sont autour de moi. Je vais commencer par Eri De Luca, puisqu'il est juste à ma gauche. Eri De Luca, qui va nous parler de son nouveau livre, Les règles du Mikado, qui a été traduit de l'italien par Daniel Valin, comme à peu près tous les autres d'ailleurs, paru chez Gallimard en juillet dernier, en juillet 2024. Emmanuelle Pierrot, qui va nous parler d'un livre, elle a choisi un titre quand même un peu gonflé, je trouve, hein. La version qui n'intéresse personne. Oui, on le fera voir, vous inquiétez pas, c'est aussi prévu, le Cartanier. Voilà, le Cartanier, c'est l'éditeur. Et puis, on parlera aussi du livre d'Ing Schilperud, qui s'intitule « Le ciel était vide », traduit du néerlandais par Françoise Antoine et paru chez Belfond. Et c'est Margaret Denham, que je suis contente de retrouver aussi, parce que c'est une fidèle qui va interpréter les propos d'Ing. Alors, mon cher Philippe Lecomte, c'est à toi de choisir. Dans quel ordre tu veux? Bonsoir, bonjour à tous. Moi, je suis ravi de me retrouver ici, avec 3 auteurs très différents, avec 3 créatures de fonctions sur la rencontre et sur le secret. Et j'aimerais commencer avec Emmanuelle Pierrat parce que c'est un livre qui m'a troublé énormément. C'est un livre formidablement bien écrit, très touchant, et qui part d'un personnage, un personnage féminin qui est avec son compagnon de l'enfance, de l'adolescence, Tom, qui est un peu en errance et qui décide d'aller voir un lieu qui est celui, je dirais, du National Geographic, c'est-à-dire tous les documentaires qu'elle a pu voir, et elle a envie d'aller voir le Yukon, ou le Yukon, si on veut le prononcer à la québécoise. Ce qui est assez formidable, c'est que par là même, c'est un lieu, parce qu'il faut partir, il faut quitter Montréal pour aller essayer de trouver sa vie ailleurs. Sa vie, c'est retrouver une communauté, des gens qui pourront l'accueillir, sans la juger, sans la critiquer et autres. Qu'est-ce qui fait que vous avez voulu dire ça au travers de ce livre, c'est-à-dire ce départ, cette nécessité d'aller chercher quelque chose? J'avais 2 personnages qui étaient des adolescents. Ils n'ont rien pour eux à Montréal. Il n'y a pas de perspective d'avenir. Ils sont nihilistes. Et ils fuient et ils décident pas vraiment d'aller au Yukon parce qu'ils connaissent même pas ce territoire. Ils font du stop, puis ils se retrouvent... en fait, au début, ils se retrouvent dans la vallée de Okanagan et ils se rendent compte que c'est beaucoup trop difficile de cueillir des fruits pour eux. Ils ont envie de travailler, mais pas très fort. Et au Yukon, il y a cette opportunité de travailler pas trop parce qu'ils finissent par travailler 3 mois par année. Le reste du temps, ils sont sur le chômage. Et Sacha trouve un emploi où elle est acceptée comme elle est. Et elle est imponctuelle, elle est jamais... Ses vêtements sont toujours sales. Elle a beaucoup de mal à se conformer aux standards de la société majoritaire au Québec. Et au Yukon, elle se fait accepter tout de suite. Déjà dans le milieu professionnel, tout le monde veut l'engager parce qu'au Yukon, en été, il y a 60 000 touristes qui viennent visiter et il y a à peu près 2000 habitants. Fait que tout le monde cherche des employés. Il n'y a pas vraiment de critères de sélection, ce qui est parfait pour eux. Et ouais, c'est la nature sauvage. Ils vont vivre un moment heureux, là, hein? Ouais, ils vont vivre heureux là très longtemps. C'est le paradis.
Oui, mais c'est un paradigme qui est très singulier dans la mesure où elle va devenir guide. Et en étant guide, elle va devoir mettre en valeur une partie de l'histoire. Et c'est une histoire qu'il ne faudrait pas raconter. Notamment des histoires de génocide, d'Indiens qui sont là, des histoires de premières pépites qui n'est pas forcément la réalité. Et elle est dans cette situation du mensonge, de quelque chose qu'elle doit dissimuler. Or, ce n'est pas du tout une menteuse. C'est quelqu'un qui ne sait pas mentir. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire autrement que de dire la vérité. Et c'est toujours et souvent à ses dépens. Oui, Sacha est guide touristique là-bas, puis le prologue du roman commence avec l'histoire de la fable de la première pépite d'or. L'histoire officielle, c'est qu'elle a été découverte par évidemment un homme blanc colonisateur, mais la vraie histoire, c'est que les Autochtones ont toujours su qu'il y avait des pépites d'or dans les rivières au Yukon, mais ils n'avaient rien à faire avec ça. Ils n'allaient pas détruire tout un territoire juste parce qu'il y a des pierres un peu jaunes dans le fond d'une rivière. Donc, à un moment, Sacha, elle a envie de... en fait, au début du livre, elle raconte l'histoire officielle, puis elle raconte la vraie histoire. Et elle commence en disant, je dis la vérité maintenant et je vais la dire tout au long du roman et je ne vais plus jamais fermer ma sale gueule de chienne. Parce que c'est aussi ce qu'on lui dit à la fin. Elle se fait traiter de chienne et elle se fait dire que ce qu'elle dit, c'est pas vrai et d'arrêter de le dire et de se taire. Et en parallèle de ça, elle a une chienne qui vit aussi toutes sortes de violences de son côté et qui ne peut pas les dénoncer parce qu'elle elle peut pas prendre parole, c'est un animal. Donc il y a ce parallèle-là qui va se faire entre Sacha et Luna, sa chienne. Oui, parce que pour parler de secret, il y a aussi cette rencontre avec ce lieu, cette rencontre avec cette communauté qui, dans un premier temps, se retrouve être assez bienveillante, parce qu'elle pense, du moins Sacha pense qu'ils sont sur le même plan, qu'ils disent tous la vérité, qu'ils disent tous les choses qu'il faudrait faire ou pas faire. Mais petit à petit, les choses vont s'enfoncer, parce que d'abord, il y a l'arrivée de Luna. Luna est à la fois un chien qu'elle ne voulait pas au départ, c'est Tom qui voulait l'avoir, et en fait, ça va être le personnage, la rencontre de cet être qui est ce chien, cette chienne, qui est une chienne louve avec des yeux différents l'un de l'autre, et qui va être à la fois la violence, parce que c'est une chienne louve, mais aussi la douceur, et en même temps la violence qui va être portée contre elle. Et cette violence qui commence contre elle, elle est aussi le point de départ d'une violence qui va se reporter sur Sacha. Et ça part par une idée très étonnante, c'est que comme elle dit trop bien les choses, ou trop vraies les choses, elle est dans cette situation, c'est que petit à petit, elle va être la victime d'une forme de misogynie, certes, mais qui n'est pas uniquement masculine, en l'occurrence, c'est tout un univers qui va se servir d'elle comme d'un bouc émissaire, comme un personnage de cet ordre. Et ce qui fait l'intérêt, parce qu'on va parler de rencontre avec nos deux autres auteurs, c'est que là, il y a une rencontre à la fois avec un lieu, avec un animal, mais aussi avec cette nature. Cette nature, en effet, travailler 3 mois, parce qu'après, il y a la neige, il y a l'impossibilité de voir arriver les touristes, et donc il faut trouver des solutions. Et là, on voit la violence de cette vie, c'est-à-dire le froid, la faim, la difficulté pour trouver une place à l'intérieur de ça, et c'est vraiment remarquable. Alors, je vais faire comme les auteurs américains. Et la question, c'est quoi ? J'adore, mais en fait, l'idée, c'est pas toujours de donner une question, c'est de donner envie à l'auteur, l'autrice, de donner ce qu'il y a à l'intérieur du livre. Mais moi, la question concernant Emmanuel, c'est le fait que ce livre-là, c'est son premier livre, du moins le premier livre publié. Et en même temps, vous êtes poétesse. Et moi, ce que j'ai senti à l'intérieur du livre, c'est ces mots, cette violence du mot qui est très présente à l'intérieur du livre et qui fait qu'on a ce sentiment de quelque chose qui coule au même titre que la nature, la rivière qui est à côté. Est-ce qu'on aura ce plaisir un jour de voir votre poésie publiée ? Oui, j'aimerais beaucoup publier Déjà, j'aimerais publier les poèmes qui sont à l'origine du roman parce que finalement, c'est tellement différent que pour moi, c'est vraiment deux œuvres distinctes. Mais il y a des pour et des contre à faire ça. Des fois, il faut garder les coulisses en coulisses. Donc, on en discute. Et sinon, j'ai toutes sortes d'autres poèmes qui parlent du Yukon. Mais c'est difficile de parler du Yukon sans parler des grands espaces. Donc, il y a des thèmes qui vont se retrancher.
les grands espaces, la liberté perdue, ces grands espaces qui finissent par devenir une espèce de prison parce que ça crée aussi un isolement. On est libre parce que l'air est pur et parce que l'horizon est ouvert, mais aussi dans une ville, on a un anonymat qu'on n'a pas dans Sin City. Personne n'a le privilège de l'anonymat là-bas. Si quelqu'un vient chez toi, il parque sa voiture devant chez toi, eh bien, tout le monde sait que cette personne-là est chez toi à ce moment-là. Et tout le monde a une opinion là-dessus. Donc, ouais, c'est une source d'inspiration qui va probablement m'habiter toute ma vie parce qu'il n'y a aucun autre endroit dans le monde où je suis allée où les dynamiques se ressemblaient comme ça. Maintenant, j'habite à Montréal et tout le monde se fout de moi. Et même si tu deviens célèbre, même s'il y a une actrice célèbre qu'on voit toujours à la télévision et qu'on la voit passer, tout le monde s'en fout. Comment vous expliquez ça? Comment est-ce que vous expliquez ça? Ben, il y a tellement de monde, et en ce moment, on est fragmenté dans la culture aussi. Donc, il y a des gens qui vont idolâtrer un certain podcast, et il y a une génération qui va écouter Netflix et l'autre génération va écouter la télé. Donc, même si tu es une célébrité pour un certain nombre de personnes, une petite pour communauté. Beaucoup de gens, tu n'es personne. Les acteurs, maintenant, les célébrités, ils trouvent leur communauté, mais en dehors de cette communauté-là, tu peux... On va me dire, ah, cette personne-là, c'est un monument, et moi, je ne saurais pas c'est qui. Et c'est pas parce que je suis complètement incultivée. Non, mais ça, c'est la coupure entre les différentes générations, les différents secteurs, les différents fans de différents domaines. Mais ce qui est assez caractéristique dans le Yukon, dans cette petite ville qui se transforme, c'est le fait qu'en effet, comme tout le monde se connaît, il y a un moment aussi où on ne peut plus rien dissimuler, mais on ne peut plus dissimuler aussi la haine qu'il peut y avoir pour une personne qui va servir de bouc émissaire. Je dirais que le côté anonyme de la ville est aussi une possibilité de se sortir de ça, alors que Yukon, on peut se faire griller entièrement parce qu'on est passé de l'autre côté de la barrière, on est devenu celui ou celle qui ne correspond plus ou dont on a besoin pour servir de bouc émissaire. C'est assez étonnant, cette notion des rencontres, moi, que j'ai trouvé intéressant dans les 3 livres, et je vous remercie pour ce livre qui est vraiment magnifique, donc Emmanuel Pierron, et c'est vraiment un très très beau livre. Vraiment, je vous incite à aller voir, vous serez surpris par la langue. Il y a quelques québéquismes, mais n'ayez pas peur. Ça a un charme absolument incroyable. C'est pas volontaire au sens de vouloir nous perdre dans quelque chose. C'est que ça fait partie de la langue et ça fait partie de la poésie d'Emmanuel. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Voilà. Il faut vous avertir, par contre, le livre, en ce moment, il n'y a plus aucun exemplaire en Europe. Il y a un bateau qui arrive dans quelques jours. Mais il n'y a plus aucun exemplaire. Donc, si vous le voulez, il faut aller à la librairie le commander. Si vous habitez à Vincennes, vous revenez dans quelques jours. Mais sinon, il faut... Moi, j'en ai encore dans le 14e, hein, mais chacun son truc. Hein. Vous n'êtes pas obligés de tous venir. C'est ce qu'on m'a dit au salon du livre. Il y en a quelques-uns comme moi. Voilà. Allez le voir, alors. Oui, bon. Alors, ça s'intitule « La version qui n'intéresse personne », ce qui semble être pas tout à fait vrai, d'ailleurs. Et c'est signé Emmanuel Pierron. Voilà. Ce qui est formidable, vous verrez, Le Cartanier est un éditeur québécois qu'on commence à découvrir en France, puisqu'on commence à avoir les livres qui viennent du Québec. Auparavant, très souvent, les auteurs québécois étaient republiés dans une maison d'édition française. Là, c'est plus le cas. Si vous voulez la voir sans casquette, vous l'avez là. Voilà, merci. Photo. Merci Emmanuel. Je voudrais passer à un autre ouvrage, au livre de Eri De Luca. Alors, Eri De Luca... comme vous voulez, cher ami. C'est parce qu'il est très galant. D'accord, mais moi, bon, voilà. Bon. Alors, je me soumets. Et donc, on va parler avec Inge. Alors, j'ai la chance de connaître Inge, puisque je l'ai présentée dans une maison d'édition, mais c'est Maëlle qui va faire le nécessaire. Je te laisse la présenter si tu la connais bien. Ah, non, il n'y a aucun problème. Je te laisse faire. Bon. Vous vivez à La Haye ? J'espère que je ne vais pas dire des bêtises, du coup, en plus. Vous êtes psychologue judiciaire. Votre premier livre, La Tanche, vous a été inspiré par vos rencontres dans le cadre de votre travail avec des personnes condamnées pour pédophilie. Je crois que ce livre a fait beaucoup parler.
beaucoup écrire. Ce livre a reçu un grand prix aux Pays-Bas et a été finaliste du Femina étranger. Il est sorti en 2017. Vous êtes aussi rédactrice et journaliste dans de nombreux journaux en Hollande. Et votre deuxième roman, celui dont nous allons parler aujourd'hui, s'intitule « Le ciel était vide », donc qui est traduit du néerlandais par Françoise Antoine et paru chez Belfond. Je vais commencer par une première question. Le titre en néerlandais n'est pas « Le ciel était vide ». Il parle de lumière, d'après ce que j'ai compris, parce que mon néerlandais n'existe pas. C'est un leitmotiv qui va être constant dans le livre, c'est cette notion de lumière. Cette lumière, c'est une lumière qui est à la fois spirituelle, mais qui est aussi la lumière du jour, la lumière du deuil, c'est-à-dire ce côté sombre. Et on a des images très fortes à l'intérieur du livre qui peuvent se passer aussi bien dans un métro, mais qui peuvent se passer aussi dans cette idée de rechercher comment se dit lumière en arabe, puisque c'est Nour, et c'est quelque chose qui est constant à l'intérieur du livre. Pourquoi, à votre avis, ce changement de titre? So why the titles change, right? Yeah. Well, I wasn't the one who changed the title, of course, but Belfond suggested this title, and well, my Dutch publisher is not here, so I can speak frankly that I actually prefer the French title. As much as it's true what you say about the light, of course, light, darkness, it's something that recurs often in the book. But I really love this title. I think it's it's great. Yeah, I really like it. It's very beautiful, I think. Bon, c'est pas moi qui ai fait ce choix, c'est l'éditeur Belfond qui me l'a suggéré. Et bon, comme mon éditeur néerlandais n'est pas là, je peux le dire que, en fait, je préfère le titre en français. Et vous avez tout à fait raison. Il y a un jeu entre lumière et obscurité dans le roman, et je trouve que ce titre est vraiment magnifique. Le titre, en fait, est tiré de l'exergue de l'ouvrage, qui est une phrase de Sylvia Plath. Ça n'est pas anodin, ça n'est pas surprenant. Quand on va lire le livre, c'est ce sentiment à la fois d'enfermement et de volonté de s'évader. Le récit est le récit d'une jeune fille qui s'appelle Sophie, qui a 15-16 ans, qui vient de perdre son père depuis quelques mois, qui a perdu sa mère il y a très très longtemps et qui vit maintenant avec sa tante, la tante Lulu. La tante Lulu, elle a la particularité d'être une musicienne. Elle est aussi quelqu'un qui répare, qui fabrique des violons. Elle fait partie d'un orchestre. Enfin, elle est très active. Et le père qui est mort, il est mort dans un accident de vélo, quelque chose de dramatique, évidemment, pour la petite fille à qui elle avait demandé à son père, évidemment, qu'il ne l'abandonne pas, puisqu'il y avait déjà la mère qui l'avait abandonnée, sauf qu'il l'a abandonnée. Et ils partageaient ensemble une curiosité qui venait de la profession du père, qui était avocat, et qui était spécialiste de s'occuper des enfants, des adolescents qui se sont fourvoyés dans, le terrorisme et surtout le djihadisme. Donc cet aspect-là, il s'est retrouvé lui-même intéressé par la culture musulmane. Évidemment, il n'est pas attiré par les djihadistes, mais il va les défendre. Et parmi ceux qu'il va défendre, il y a une jeune fille qui n'a que 2 ans de plus que l'héroïne. Et cette jeune fille, le père va réussir à la sortir de la prison puisqu'elle a été capturée juste à la frontière turque et qu'elle n'a pas pu passer jusqu'en Syrie. Partant de là, je vous ai plombé, mais ce n'est pas le cas, parce que c'est un livre absolument merveilleux dans la façon de décrire le mécanisme, non pas pour devenir djihadiste, mais la curiosité qu'il peut y avoir entre l'islam, tel que Sacha s'intéresse au sujet, et l'islam tel qu'elle lui a été imposée par les vidéos qu'elle regarde, par les choses qu'elle voit autour d'elle. Le premier ouvrage traitait d'un pédophile et de la façon dont il avait un mal fou à revenir vers la vie, puisqu'il sortait de prison d'une façon pas forcément juste.
Là, on est face à quelque chose qui est de l'ordre de la fascination. On a donc deux personnages, un père, une fille, et la fille va essayer de savoir. Est-ce qu'il fallait absolument rencontrer, je dirais, moi j'ai trouvé que c'était absolument essentiel, c'était les deux jeunes filles qu'elle va rencontrer. Celle qu'elle va rencontrer à distance, qui est celle que le père avait sauvée, et sa camarade de classe, qui est dans une même terminale, à côté, et elles vont essayer de faire un devoir ensemble. Et on voit la fascination de Sacha pour ça. Ce qui m'intéresse, c'est comment vous avez trouvé ce personnage, ce deuxième personnage, cette idée de cette jeune fille d'origine afghane qui est dans la même classe. Ma question est longue. Hein. Yeah, so the Zala, right? Yeah. How did she originate? That was, yeah. Well, thank you for the introduction. So, as you said, Sophie is very interested in Islam, in the religion, and her father, who passed away, had the same interest. So, in a way, I think for her, it's trying to understand her father, trying to get closer to him. But at the same time, it's more than that. She is intrigued, like he is, by the culture, and she meets her friend Zala, who's originally a refugee, but she's lived in the Netherlands for a while. And I think that Sophie is trying to reach this religion and this culture, but of course it's very far away from her. Then she meets Zala, and she thinks she will get closer. And the way I felt this is that she's almost in love with this religion and with maybe the girl as well in a way, and she's also jealous because Zala is someone who is for her her religion is part of who she is. It's natural to her. That's how she grew up, and that's just God is there. That's just the way life is for her. But for Sophie, she wants to reach that, but it's she feels like she fails in a way to reach a God for her. Merci de cette introduction. Effectivement, Sophie s'intéresse à l'islam et à la religion, et pour elle, c'est une manière de partager les mêmes intérêts que son père, et puis de découvrir les mêmes choses que lui. Donc, c'est une manière de se rapprocher de son père qui est mort. Et elle est également intriguée par la culture. Et ensuite, elle rencontre Zala, qui est une réfugiée afghane aux Pays-Bas. Et Sophie, en fait, elle aimerait bien apprendre plus sur la culture grâce à Zara. Elle est attirée à la fois par la religion et puis même par Zala elle-même. Et elle est quelque part jalouse de Zala, parce que Zala, pour elle, la religion, c'est une évidence. Elle est née avec, Dieu est forcément là, alors que Sophie, elle cherche, mais elle n'arrive pas à trouver Dieu. Well, what interested me is because as a forensic psychologist, I interviewed several young girls in prison who had been to the Caliphate and came back, or they tried to go there, or they were involved with this jihadi thought online. But what struck me is that most of these girls were either converts, they were Dutch girls, white Dutch girls who converted to Islam quite recently, or they were brought up in an Islamic background, but usually with parents who were really not that religious. And somehow it struck me that, I mean, it's not for me to say, oh, you're not really religious, of course. I mean, I can't look in their heads and in their hearts, but it seemed like they claimed to be really, really into this religion, but at the same time, it seemed like it was a bit distant for them as well, and they were trying to reach something. And that sort of gave me the idea that
Because when I was that age, and I grew up in a very atheist family, I could also feel a bit jealousy towards people who were religious because it seemed comfortable and it seemed like you really know what you're doing here. And I could understand, like, if you want to sort of try to search God, but God is like refusing you in a way, or he doesn't show up, it can make you angry, and that can maybe even fuel political thoughts like that. Effectivement, en tant que psychologue judiciaire, j'ai parlé avec beaucoup de jeunes femmes en prison qui se sont rendues au califat et puis qui sont revenues, ou bien qui ont fait l'expérience du djihad en ligne. Et très souvent, ces filles en prison étaient des converties. En fait, elles étaient nées blanches néerlandaises, et soit leurs parents étaient musulmans ou bien athées. Et bon, évidemment, ce n'est pas à moi de dire que ces personnes-là ne sont pas vraiment religieuses, mais malgré le fait qu'elles se disent religieuses, il y a une certaine distance entre elles-mêmes et leur religion. Et moi-même, quand j'étais jeune, j'ai grandi dans une famille athée, et d'une certaine manière, j'étais jalouse des filles religieuses parce que j'avais l'impression que ça leur apportait un certain réconfort et ça leur donnait une certitude que je n'avais pas. Et dans le cas de Sophie, elle cherche un Dieu qui n'est pas là. Et après, ça peut pousser les gens qui cherchent et qui ne trouvent pas à devenir plus politisés. C'est ce qui fait la richesse du livre, c'est justement cet aspect singulier de se retrouver avec trois jeunes filles, puisqu'il y a évidemment l'ombre tutélaire de celle qui est loin, que franchement, Sophie essaie par tous les moyens de contacter avec une volonté presque négative, c'est-à-dire qu'elle voudrait coincer celle qui est repartie, bien qu'ayant été sauvée par son père. Elle est repartie, semble-t-il, là-bas. Et l'idée qui est derrière, c'est l'idée de peut-être de se venger de cette fille qui est peut-être à l'origine du trouble de son père qui fait qu'il a eu cet accident de vélo. C'est quelque chose de très marquant, ce qui fait qu'il y a à la fois un côté très positif dans la recherche de cette religion, avec ce côté essayer de trouver, si ce n'est des certitudes, du moins des choses qui peuvent rassurer. Et de l'autre côté, il y a un aspect qui est profondément violent, qui est celle de vouloir se venger en essayant de trouver ce personnage qui serait peut-être à l'origine de la mort de son père. Ce qui est très beau, c'est justement pour revenir à la lumière du début, c'est que quand Sophie va voir Zala dans sa maison, dans cet appartement en haut d'une tour, il y a une lumière différente. Il y a une lumière qui est celle des tissus, qui est la lumière des miroirs. Il y a ce regard aussi, puis cette jalousie qui peut exister aussi au travers des trois petits frères qui sont là. Et il y a cette impression aussi d'une famille, une famille aussi qui est singulière, puisqu'il n'y a qu'une photo. Une photo dans la chambre. Je ne vous dirai pas qui elle est, mais de qui elle est. Mais elle a une importance très grande. Moi, c'est ce que je voulais mettre en avant en parlant de cette opposition. Et ce qui m'a semblé très fort et que je trouve très riche, c'est la façon dont ce livre nous interroge sur notre relation à la religion, nous interroge sur la relation à la famille aussi. Ce n'est pas uniquement un livre sur la religion, c'est une histoire aussi d'adolescence perdue. Et on sent que votre travail, à la fois de psychologue et spécialiste, a eu une importance colossale dans la façon de nous présenter ceci. C'était déjà le cas dans La Tanche, mais là on a affaire à quelqu'un qui arrive à nous donner au travers d'un roman son savoir. Merci. Merci, bravo. Et j'ajouterais que c'est vrai qu'à travers un roman, ça nous permet peut-être de regarder ces gens qui vont peut-être être attirés par je vais y arriver, l'islamisme, le djihadisme, le djihadisme. De les regarder d'une manière différente, voilà, de mieux comprendre peut-être. Ça s'intitule « Le ciel était vide », Inge Schilperud est paru chez Belfond. Et donc, nous allons parler maintenant du livre d'Eri De Luca, « Les règles du Mikado ». Mikado, tout le monde sait ce que c'est, le Mikado, tout le monde sait ce que c'est. Je pense que oui. Alors, juste pour dire un mot sur Eri, si je retrouve ma bonne fiche, je suis perdue là, hein, je suis partie, où est-ce que je suis partie ?
Eri, où es-tu? Bon, je le connais. Hein, Il est juste à côté. À côté. Et tu es là, tu es là, tu es là. Alors, voilà, tu es né à Naples, où tu vis toujours? Non? Non, je vis toujours, c'est tout. Tu vis. Oui. Ah oui, oui, c'est vrai. Quand on lui demande ça va, Eri, il répond encore. Écrivain, poète, traducteur, une quarantaine de livres édités, dont Montevideo, prix Femina étranger, Impossible, prix André Malraux, Tous ou presque, traduit par Daniel Valin. Je n'ai pas vérifié si c'était tous. Homme engagé aussi, prix Europe. Tu as eu le prix Europe de littérature en 2013, le prix Ulysse pour l'ensemble de ton œuvre. Et là, nous allons découvrir ce nouveau livre, Les règles du Mikado, traduit donc de l'italien. Et je laisse à notre ami Philippe le soin d'en dire un mot. Je vais essayer de parler moins, si c'est possible. C'est le nouveau livre de Eri De Luca, donc il est sorti cette année. Et c'est un récit qui est assez étonnant dans la construction déjà. On commence par une moitié qui est faite de dialogue. De dialogue au travers d'une rencontre entre un vieux monsieur, du moins, il donne cette impression-là à la jeune fille qui va le rencontrer. Elle a 15 ans. Hein, alors. On est vieux à 30 ans pour les 15 ans. C'est ce que dit Eri d'ailleurs à l'intérieur de son livre, c'est qu'au regard évidemment il y a toujours ce sentiment-là. Et il passe assez souvent son temps dans une tente à la frontière entre l'Italie et la Slovénie. Il est là, sur un lieu de passage, un lieu où les gens peuvent être là de temps en temps, qui passent une frontière, pas forcément d'une façon tout à fait légale. Et une nuit, une jeune fille va rentrer dans la tente, sans même demander, elle rentre. Elle va même essayer de lui imposer ses pieds froids. Ça, il n'aime pas trop le contact froid des pieds sur son corps. Mais ce qui est fort à l'intérieur, c'est la façon dont ces deux êtres viennent de deux univers différents. Et c'est une rencontre. Il n'y a pas de hasard, il y a des coïncidences. Et ce que je voudrais savoir, c'est qui est arrivé en premier? Le vieux bonhomme qui dit qu'on lui dit toujours encore, puisque le fait d'être vieux, c'est le fait qu'on puisse vous dire « Ah, vous vivez encore, vous mangez encore, vous jouez encore ». Et donc ce joueur de Mikado va rencontrer cette jeune fille. Est-ce que c'est lui qui est arrivé en premier? D'abord, je dois décevoir le fait que je suis désolé, mais il n'y a pas un rapport pédophile. Désolé. Donc, il n'y a même pas un rapport d'amour, ni même pas un rapport d'adoption. Alors, quel genre de rapport reste? Reste l'alliance, la mystérieuse alliance qui se produit à travers des rencontres difficiles, occasionnelles. Et quand on se produit ces rencontres, on ne sait pas que c'était une rencontre, qu'il s'agit d'une rencontre. On s'aperçoit avec le temps que cette rencontre devient comme un centre qui oriente le reste de la vie suivante. Et donc, dans cette rencontre se produit une alliance entre une très jeune fille et un vieux monsieur, que c'est une espèce de alter ego de moi. Un alter ego amélioré de moi, parce qu'à cet âge, je imagine en moi-même modifié en mieux. Alors, il joue bien au Mikado et toi, tu joues mal, tu m'as dit. Oui, je suis nul au Mikado. Et en tant qu'horloger, est-ce que vous êtes un bon horloger? Non, je suis complètement incapable d'avoir à quoi faire avec des petits mécanismes. Donc, je fais toujours des travaux grossiers. Et alors, je n'ai pas de qualité de précision. Donc, je me suis transféré dans un horloger, quelqu'un qui sait faire des travaux de précision avec des mécanismes.
Et, et le Mikado, les règles du Mikado, c'est un titre qui ne veut dire rien, parce que le Mikado n'a pas de règles. C'est un jeu le plus facile du monde. On jette des bâtonnets et on essaie de les libérer un par un sans les faire bouger. Donc il n'y a pas de règles de Mikado. Mais il y a une espèce de... Le format du Mikado, le moment où on jette les bâtonnets du Mikado, là se réalise provisoirement un chaos. Et l'ordre est ramené à l'ordre et dissoudre le chaos. Alors ça, c'est la règle mystérieuse du Mikado. Et c'est la règle que ce vieux horloger essaie d'appliquer même à sa vie, en pensant d'être une espèce de petit mécanisme d'un grand mécanisme, d'un plus grand mécanisme d'horlogerie, qui a été le XXe siècle. Ce qui est formidable, moi je voudrais lire un tout petit passage, mais c'est vraiment tout petit, mais qui correspond à ça. Notre lointaine rencontre a fixé pour moi un temps resté figé. Il arrive qu'un événement se fiche comme un clou dans le bois au cours d'une brève période, détaché du flux de la vie. Ce point oriente ensuite tout l'espace environnant. C'est un centre qui, au moment où il se produit, ne prévient pas qu'il sera immuable. Il en est de même dans la vie des gens. Tu as été ce clou fiché dans mon temps. Je n'ai ressenti que pour toi le périlleux devoir de la responsabilité. C'est un sentiment intransigeant qui exclut toute proximité avec un autre état d'âme. Cette notion de responsabilité, c'est donc, il n'y a pas de pédophilie, on l'a dit, il n'y a pas d'amour, véritablement, mais il y a ce sentiment très étrange de la responsabilité. Tout d'un coup, cet homme, face à cette petite tzigane qui vient de fuir, qui a fui parce qu'on voulait la contraindre à un mariage qui n'est pas celui qu'elle désirait, qui s'est retrouvé sans son animal fétiche, puisqu'il y a cette relation à la nature qui est très forte. Lui est horloger, elle est plutôt à l'écoute de la nature, et donc elle a apprivoisé un ours, elle parle avec son corbeau, et on a ce sentiment très étrange d'avoir affaire à quelqu'un qui, justement, ils vont se donner des choses l'un l'autre. Ça, c'est la première partie. Ce sont ces dialogues où chacun, l'un l'autre, vont prendre la parole et on apprend petit à petit, il n'y a aucune indication, on ne sait pas leur prénom, on ne sait pas vraiment leur âge arrive petit à petit et on est là simplement pour être le spectateur de cette situation-là. Le livre s'interrompt sans s'interrompre et là on va avoir ce qui s'est passé derrière, plus tard. Évidemment, je ne pourrais rien révéler, sinon je pense que je vais me faire battre. Ah, il ne faut pas, non, il est très calme, Mais on passe du dialogue aux lettres. Aux lettres parce que cette petite jeune fille qui ne savait ni lire ni écrire, elle a vendu sa chevelure pour pouvoir apprendre à lire. Et elle va commencer à avoir une vie autre, elle n'est plus dans les montagnes, elle est au bord de la mer, c'est la mer Adriatique, on est tout en haut, pas très loin de la région de Trieste et autres, et on va avoir cet aspect-là. Qu'est-ce qui fait qu'on passe du dialogue à la lettre? Est-ce que c'est justement ce fait que tout d'un coup, ils ont en commun cette écriture? Non, le dialogue, pour moi, c'est une formule magnifique pour raconter une histoire. Au lieu de le faire raconter à l'écrivain, il le raconte directement aux personnages. Donc l'écrivain s'efface. Je ne suis pas là-dedans, je suis à l'écoute d'un dialogue. Et ça, c'est pour ça que j'aime le dialogue. Et le dialogue est évident parce qu'ils se rencontrent, commencent à se renifler. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Comme ça. Mais le biais, c'est moi. Je peux dire, c'est une figure de moi. Mais ce qui était important pour moi, qu'elle fût tzigane. Ça veut dire qu'elle se déracine et s'extrait de force d'une appartenance totale qui regarde toute sa vie avec la large famille de la tziganerie et les coutumes. Le fait que, par exemple, elle ne s'est jamais assise sur une chaise, qu'il toujours mange sur un tapis par terre.
Et le moment que la première fois qu'elle va à un resto, elle mange sur les chaises, mais avec les jambes comme ça, parce que c'est... Alors, le fait de faire cette extraction si violente d'un jour à l'autre, parce qu'elle part la nuit du fiançailles. La nuit des fiançailles, elle part, elle fuit dans la montagne, dans le noir, et il traverse, et il finalement trouve avec son nez, parce qu'elle a des sens très aigus face à notre capacité habituelle. Elle a un nez très aigu, un odorat très aigu, aussi un ouïe très aigu qui lui permet d'entendre des chuchotements qui se produisent au fond d'une salle. Et, elle sait lire les mains, donc les mains, c'est les deux mains, pas seulement une main. Un regarde le passé, l'autre le futur. Le présent est ignoré par la vie des Cigales. Le présent, c'est ici et maintenant, et le reste n'a aucune importance. Et donc, ce déracinement qui ne pourra plus permettre un retour. Moi, à 18 ans, je me suis déraciné, je me suis extrait de force de ma vie, de ma famille, et je suis parti, je suis disparu. Mais je savais que je pouvais toujours, un jour, revenir. C'est comme aller en montagne. Tu grimpes en montagne et tu grimpes sans oxygène, non? Mais tu l'amènes avec toi, si jamais. Mais tu arrives à faire toute la montée sans oxygène. Les ampoules, tu les ramènes, mais tu les as avec toi, non? C'est ça. Je me laisse envoûter, hein, comme vous, bien sûr. La singularité donc de ce récit, de ce livre, c'est qu'on va passer de l'autre côté. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce qui semblait, je dirais, presque de l'ordre de la coïncidence, devient quelque chose de presque programmé. Au sens où on va passer de cette rencontre dans la montagne à l'espionnage. Alors, dit comme ça, ça va vous surprendre, mais je vous incite fortement à aller voir le livre pour ça, parce que tout d'un coup, tout ce qui vous a été glissé à l'intérieur des dialogues prend sens au travers des lettres et du cahier. On a donc un texte très court, vous verrez, ça se dévore, mais c'est avec ce sentiment d'avoir quelque chose de très fort, de très puissant, où en effet, Héry n'a pas fait l'écrivain, entre guillemets, il nous a donné le dialogue, mais je trouve que justement c'est ça la qualité de l'écrivain, c'est-à-dire ne donner l'impression de s'effacer complètement au profit des personnages. Et au profit des personnages à la fois dans ce dialogue, de ce moment de la rencontre, qui va nous les suivre pendant la moitié du livre, et ensuite leur vie va nous être donnée par la transmission, par les lettres. Et des lettres qui ne sont même pas envoyées à l'un et à l'autre, mais par l'intermédiaire d'une structure qui est une fondation et qui permet de voir qu'ils pensent l'un à l'autre, ils ne se reverront peut-être pas, et je ne veux pas dévoiler quoi que ce soit à l'intérieur du livre, mais en fait ils ne se rencontrent pas. Mais l'idée, c'est que l'un et l'autre pensent à l'autre, parce qu'ils ont eu un rôle très important. Il y a ce fameux clou, ils ont été le clou de la rencontre, et la façon dont ils ont été, cette responsabilité qui s'est faite de l'un à l'autre. Si, c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est? Le sentiment de la responsabilité, non? La responsabilité, vient du verbe et du nom de la réponse. C'est une nécessité de répondre à une question. Et la personne une personne peut devenir la question. Et il assume cette responsabilité sans le vouloir, mais tout simplement parce qu'il se trouve à faire cet échange avec cette fille en fuite, qui est poursuivie par sa famille, par son père. Il y a un moment où le père arrive dans la tente parce qu'elle est sur ses traces, arrive sur la tente, elle est là pour la tuer. Et elle arrive à se cacher. Parce qu'elle dit que le corbeau l'a averti. Oui.
Le corbeau l'a suivi et l'a averti qu'il était poursuivi par son père. Et après, il lui fait savoir aussi qu'il n'y a plus de danger. Il est formidable, ce corbeau. C'est alerte quand on va. Voilà, c'est un livre, voilà, il paraît très petit comme ça, mais il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Et puis, on ne peut pas en dire beaucoup plus, parce qu'il faut vraiment découvrir l'histoire telle qu'il l'a construite, telle qu'elle a été écrite. Les règles du Mikado. Donc le Mikado, il n'y a pas de règles, mais le Mikado est présent quand même. D'un livre paru chez Gallimard, et c'est le nouveau livre d'Héry de Luca. Voilà, je crois que... Je voulais donner deux choses qu'on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas parlé des traductrices. Si, j'ai dit au début, non, bien je sûr. le redis parce que Daniel Valin. Oui, c'est toujours très important. Et puis, on va rappeler le nom aussi de... Françoise Antoine. Voilà, Françoise Antoine pour le livre d'Inge. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup pour ce plateau. Merci beaucoup pour vos livres. Voilà, on a encore un dernier plateau. Nous aurons 2 auteurs avec nous et ce sera la fin de ce café des libraires. Mais je vous invite à rester avec nous parce que les 2 livres suivants sont assez extraordinaires.